Et du coup, quelque chose que je raconte beaucoup, c'est qu'à l'époque, je vivais avec 381 € par mois. Ne me demandez plus comment j'ai fait, mais en tout cas, c'était possible à l'époque. Toute performance, en fait, a 4 piliers. Le premier, c'est le physique. Le deuxième, c'est la technique. La troisième, c'est la stratégie. Et le quatrième, c'est le mental. Il se trouve que j'ai commencé le minimalisme ici en France, mais on m'a aussi invité à faire des conférences à Madagascar sur le sujet. Je me suis dit, comment est-ce que les gens là-bas vont le prendre? Parce qu'on prend beaucoup la réussite avec le fait d'avoir plus, mais le minimalisme nous aide à voir ce qui est essentiel pour nous. Donc peut-être qu'on n'a pas une grande maison, mais on a une famille aimante. Et c'est là l'essentiel. Peut-être qu'on a des amis qui nous soutiennent dans ce qu'on fait, et c'est là l'essentiel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Invité de Paris. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Min Rakoutsang. Elle est fondatrice de Minimalift. Elle y propose un service d'accompagnement auprès des particuliers dans des entreprises dans le domaine du minimalisme, à travers des ateliers, des conférences et des séances de coaching. Elle est également coach certifié en préparation mentale pour les performances professionnelles. Et elle a plusieurs livres à son actif. Donc tu as le livre Maman minimaliste, écrit en 2017, et paru dans plusieurs médias comme M6, BFM TV, Doctissimo, Marie-France. Et son autre livre qui est Je cultive le minimalisme est cité parmi les livres qui font du bien, selon Santé Magazine en 2023. Bonjour Min et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour toutes et merci de m'accueillir et bonjour à tous les abonnés de l'Invité de Paris. Très bien. Juste avant de commencer, Min, je vais te laisser compléter l'introduction que je viens de faire et si besoin aussi compléter les informations sur tes différentes activités. Tu as bien tout expliqué. J'accompagne sur le minimalisme. J'aide les gens en fait à vivre mieux avec moins, à connaître ce bien-être d'avoir moins et de propager ce mode de vie. Je suis également préparatrice mentale parce que voilà, de par mon expérience familiale et professionnelle, du coup, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, je suis certifiée sur le sujet et je suis aussi dans l'informatique en fait. Et c'est une autre partie de ma vie professionnelle aussi. Oui, des années d'expertise là-dessus aussi. Oui. D'accord, très bien. Alors, ce qui fait la singularité de notre émission, c'est que nous nous intéressons, depuis le début de l'Invité de Paris, à l'enfance de nos invités. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est une période primordiale dans la trajectoire de vie des individus, en fait, tout simplement. Donc, te concernant, tu as vécu ton enfance à Madagascar, et plus précisément à Biétongoul. Oui. Quel souvenir tu gardes de cette enfance? J'en garde un souvenir très, très heureux. Et justement, c'est quelque chose qui va m'accompagner dans mon écriture, de savoir que je vivais à Madagascar. On n'avait pas la société de consommation à l'époque, ça a bien changé depuis, mais vivre avec moins, on savait déjà, c'est quelque chose d'assez naturel à l'époque. On réparait les choses et tout ça. Et c'est un souvenir très heureux que je chéris encore aujourd'hui. Et justement, dans un de tes posts, on reste sur cette enfance-là, tu dis que tu avais un rêve précis à 14 ans. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel était ce rêve, est-ce que tu peux nous raconter? Et quelle était surtout ta posture à cet âge-là vis-à-vis de ce rêve? Oui, alors à l'époque, j'allais beaucoup au CCAC, au Centre culturel Albert Camus, à Annalakal, tous les mercredis pour lire des livres. À l'époque, en fait, il n'y avait pas beaucoup de bibliothèques, il n'y avait pas beaucoup d'offres de livres, donc c'était une des bibliothèques phares de la ville, j'y allais beaucoup. Et à 14 ans, je me souviens très bien de ce moment, je me souviens même de l'environnement. J'ai tenu un livre dans les mains et je me suis dit, ce serait très bien pour moi, je rêverais d'avoir un jour mon nom écrit sur un livre parce que je l'aurais écrit et voilà. Et c'était un rêve qui est passé comme ça. Mais je ne connaissais rien du monde littéraire, je connaissais rien du monde de l'édition et c'était vraiment un rêve pour moi inaccessible à l'époque et je l'ai juste gardé au fond de mon cœur et je n'y ai pas touché, on va dire, j'ai pas fait les actions pour et c'est resté là en fait comme ça et j'ai continué mon bonhomme de chemin après sur
tout un autre domaine. Donc j'entends par là que tu l'avais enfoui, mais tu considérais que c'était inaccessible. Oui. Maintenant, avec le recul, est-ce que tu trouves que c'était la bonne posture? Non. Et effectivement, non, c'était pas la bonne posture à avoir. Et c'est justement là où je suis préparatrice mentale et où je m'adresse aux enfants en disant essayez, faites des pas vers vos rêves en fait, parce que chaque pas peut aider à faire aboutir un projet aussi grand soit-il et aussi inaccessible soit-il. Et finalement, je l'ai fait finalement plus tard, mais si j'avais commencé à cet âge-là à écrire, à mettre en place des idées, j'aurais peut-être écrit des livres un peu plus tôt. Donc effectivement, ce n'était pas la bonne posture et c'est c'est un message que j'ai envie de dire aux gens vraiment aujourd'hui. Essayez, ne considérez pas vos rêves comme inaccessibles, osez, faites un pas et puis un petit pas et un petit pas et ça va finalement arriver jusqu'à votre objectif à la fin. Peu importe l'âge en fait finalement que vous avez aussi, c'est ça? Oui, peu importe l'âge. Et je vois des auteurs en fait de 19 ans, de 17 ans en fait qui écrivent ici en France et qui arrivent à faire publier leurs livres. Donc rien n'est impossible. D'accord. On va poursuivre sur ton parcours. Donc à 17 ans, tu termines tes années lycée à l'ESCA Intalmen et tu quittes Madagascar pour la France. Pourquoi ce choix et comment s'est passée ton intégration? Alors ce choix s'est fait vraiment sur un coup de tête. Ah, d'accord. Oui. Pendant plusieurs années, j'ai dit, moi, je resterai toujours à Madagascar, je vais faire mes études à Madagascar et tout. Et un jour, j'étais arrivée voilà, au lycée. J'étais un peu en retard et je voyais que la moitié des places étaient vides. En fait, la plupart de mes amis étaient allés à un CAT pour prendre le dossier pour venir ici en France. Et du coup, ils étaient revenus voilà, 1 heure après avec les dossiers. Et j'en ai photocopié un. Je suis rentrée chez moi à midi et j'ai dit à ma mère qu'est-ce que tu en penses si je pars en France? Et elle m'a dit pourquoi pas. Et du coup, de là, j'ai fait le dossier. J'ai eu la chance d'avoir eu une bourse aussi d'excellence à l'époque qui m'a permis de m'installer ici en France. Et l'adaptation était assez difficile. La première année, voilà, j'étais vraiment dans un cocon familial à Madagascar. Arrivée ici, j'ai habité 2 semaines chez ma tante, voilà, dans le 77, et j'ai eu ma chambre d'étudiante. Voilà, ça a été simplifié avec la bourse. Et j'ai commencé à vivre toute seule, voilà, à 17 ans. À gérer mon argent et tout ça et j'étais malade toute seule, je ne savais même pas comment aller chez le médecin. C'était difficile. Mais par contre, je trouve que ça m'a forgée dans le fait de savoir me débrouiller et maintenant je suis fière de ce parcours. Et du coup, quelque chose que je raconte beaucoup, c'est qu'à l'époque, je vivais avec 381 € par mois et j'ai économisé 50 € dessus. Donc, ne me demandez plus comment j'ai fait, mais en tout cas, c'était possible à l'époque et j'ai fait voilà, mes 5 ans d'études avec ce rythme-là, en fait. D'accord. Ce qui m'intéresse là, dans ce que tu viens de dire, c'est pourquoi justement tu mettais de côté les 50 € du coup? C'était dans quelle optique à cette époque-là? C'était pour payer un billet d'avion et retourner à Madagascar, voilà, tous les 2 ans à peu près, et voir ma famille. D'accord, très bien. Lorsque tu quittes Madagascar pour la France, on est d'accord qu'il y a une notion de changement, un changement d'environnement, mais aussi de comportement face à de nouvelles situations. Et selon toi, comment faut-il aborder les changements choisis ou subis dans la vie? Ah, choisis ou subis. Je dirais que tout changement est une nouvelle expérience. Et qu'elle soit subie ou choisie, je vous invite, voilà, du coup, les abonnés, à les vivre vraiment intensément, parce qu'il y a quelque chose, il y a toujours une leçon à apprendre dans chaque changement. Il y a une leçon à tirer en fait de tout ce qu'on va vivre et qu'on pourra utiliser pour plus tard. Donc voilà.
tout le parcours que j'ai eu maintenant, voilà, et tout ça, fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, voilà, si c'est un changement subi, que ce soit un changement subi ou choisi, en fait, ben, ça a été fait pour arriver à notre place aujourd'hui. Donc, ne regrettez rien. C'est quelque chose mis sur notre chemin pour nous faire grandir. Donc, voilà, ayez toujours cet esprit de ah, c'est une nouvelle expérience, c'est un changement. Ça ne va pas être confortable, ça peut être vraiment peut-être désagréable aussi dans certains cas, mais c'est quelque chose qui va nous faire grandir. Et donc, voilà, autant prendre les changements pour une expérience nouvelle et pourquoi pas excitante. J'aime beaucoup ta réponse et je comprends ta posture de coach derrière, je comprends le parcours. Maintenant, on va aller dans ce sens et j'aimerais comprendre par contre pourquoi tu as fait ce choix d'accompagner les gens à travers Minimalift ou bien en coaching dans la préparation mentale. Ben en fait, j'ai vu en fait que effectivement dans tout changement en fait, dans tout changement de vie ou dans une décision de notre vie, on a besoin de quelqu'un en fait qui nous guide ou qui nous pousse ou qui nous soutient ou juste même quelqu'un qui soit là à nos côtés, même qui nous dit rien. On a besoin, en tant qu'être humain, on a besoin de cette présence humaine. Et j'ai vu par mon blog à l'époque sur le minimalisme que beaucoup de gens voulaient aller sur ce mode de vie, mais n'y arrivaient pas. Et ils ont commencé à me poser des questions et je leur répondais voilà, par mon expérience, par ce que j'ai vécu, par mes blocages et tout ça, le chemin que j'ai parcouru. Et je me suis justement certifiée en tant que coach parce que je voulais avoir des réponses un peu plus structurées à leur proposer et accompagner un peu plus les gens. Et ça me fait beaucoup plaisir aussi d'accompagner des gens et de voir qu'ils y arrivent. Et c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur à moi. Donc voilà. D'accord. Et donc moi je vais rester toujours sur la partie mentale. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le lien entre, du coup, la réussite et le mental ? Alors, toute performance, en fait, a 4 piliers. Donc, voilà, une performance ou une réussite, hein. Ça peut être voilà, une réussite professionnelle, ou ça peut être voilà, un projet comme écrire un livre, ou ça peut être voilà, l'éducation des enfants. Il y a 4 piliers. Le premier, c'est le physique. Donc voilà, il faut être en forme pour bien dormir et tout ça pour pouvoir performer, pour pouvoir réussir quelque chose. Le deuxième, c'est la technique. Donc savoir quand même faire la base de ce qu'on va faire. Par exemple, pour écrire un livre, il faut savoir voilà, faire des phrases. La troisième, c'est la stratégie. Donc là, c'est plus comment je vais faire, je reviens sur le livre pour avoir une maison d'édition, comment je vais faire pour pouvoir écrire ce livre au bout de 6 mois. Et voilà, il y a cette partie stratégie aussi qui est vraiment à côté de la technique. Et le quatrième, c'est le mental. C'est tout ce qu'on se dit dans notre tête, c'est je vais y arriver. C'est le fait de se concentrer, c'est la gestion du stress. Et du coup, c'est le mental qui me manquait du coup à l'époque quand j'avais 14 ans, ce mental de croire que je pourrais arriver en fait à arriver à faire ce projet d'écriture de livre. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous partager un petit exercice ou une petite technique à la portée de tous pour, je sais pas, pour renforcer son mental par exemple? Alors oui, et ça c'est un exercice que je fais beaucoup et c'est tout simple, mais vraiment, c'est ça, cette posture-là, la posture de Wonder Woman. En fait, cette posture-là envoie un message à notre mental que tout va bien, qu'on est prêt à faire quelque chose, oui, avec les mains sur les hanches. Et ça, c'est oui, c'est un message du corps
qui va aller jusqu'à notre esprit en fait pour nous donner une certaine confiance en nous. Et faites-le, même si vous n'avez pas confiance en vous, faites cette position-là et vous verrez que cette posture-là va vous aider en fait dans ce que vous allez faire. Et moi, quand je dois, juste avant de parler en public par exemple, je me cache un peu et je fais cette posture-là. Et je rajoute aussi le fait de mâcher virtuellement un chewing-gum. D'accord. Parce que quand on mâche un chewing-gum, on le fait doucement et ça envoie le message de tout va bien, il n'y a pas de stress, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien se passer. Et du coup, en fait, voilà, ça augmente, ça envoie des messages positifs en fait à notre mental. D'accord, donc supposons demain il y a une personne qui va passer un entretien professionnel. Il serait bien qu'il adopte cette posture, je dirais quelques minutes avant de passer l'entretien, supposons, c'est ça? Oui, Ok, c'est ça. d'accord. Tu sais quoi, je m'attendais à quelque chose de théorique et je suis très content que tu nous montres carrément une posture. Là, c'est top. Parce que je l'utilise tout le temps. Ok, c'est parfait. Alors, corrige-moi si je me trompe, mais pendant la production de ton premier livre, il me semble que tu étais en parallèle encore consultante produit dans le digital. Donc, quel type d'organisation en fait il faut mettre en place quand on a autant d'activités? En fait, à l'époque de l'écriture de mon premier livre, j'étais en congé parental. Je venais d'avoir ma dernière fille, donc voilà, j'avais le temps pour écrire. Donc, j'avais pas eu de problème d'organisation. Après, c'est intéressant ce que tu dis de comment en fait on peut avoir plusieurs activités, je dirais, et c'est là où je vais ramener au minimalisme, c'est en ne perdant pas de temps dans les activités qui sont futiles finalement, qui ne nous apportent rien, et en optimisant en fait la gestion de notre temps. D'accord, très bien. Merci pour cette réponse. Disons que cette forme d'organisation dans tes congés parentaux, si je peux dire ça comme ça, il y avait ça, mais il y a aussi la qualité de ce que tu as produit. Ce qui a permis que tes livres soient salués finalement par des grands médias français. Là où je veux en venir, et je vais être un peu provocateur, mais à l'ère où l'intelligence artificielle facilite les réalisations, comment se démarquer et rester authentique dans ce qu'on fait? Je pense que justement, c'est une intelligence artificielle. Donc, il n'a pas nos expériences en tant qu'humain, il ne va pas faire nos erreurs, il ne va pas savoir les émotions qu'on va vivre par rapport à une expérience. Donc, moi, en tant qu'informaticienne, et en plus, pendant mes études, j'ai étudié voilà, sur l'intelligence artificielle, je me suis spécialisée une année là-dessus. Je suis assez contente de comment ça peut nous aider dans notre quotidien, mais j'ai vraiment pas peur en fait que ça nous prenne voilà, notre espace en tant qu'humain, parce que nous avons beaucoup plus que ça comme intelligence humaine, et ils sont juste là en fait pour nous aider à encore voilà, à mieux gérer notre quotidien, peut-être à nous aider dans nos réflexions, mais ils ne vont pas prendre notre place sur la réflexion, sur les expériences qu'on va vivre. D'accord. Je t'attendais sur cette réponse parce que forcément je m'adresse à une informaticienne, donc j'avais hâte d'avoir la réponse. Très bien, je suis satisfait. Bon, ça me plaît personnellement, après chacun prend ce qu'il veut là-dessus. En tout cas, chez l'invité de Paris, on s'intéresse autant sur le fond que la forme. Et c'est pour ça que je t'ai demandé des références littéraires. Donc, un de tes livres préférés, tu m'as dit, c'est donc le livre s'intitule « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». Pour résumer, c'est une infirmière en soins palliatifs qui a demandé à des personnes dans leur dernière semaine de vie quels étaient leurs plus grands regrets. Donc il en ressort 5 qui reviennent souvent. Je vais les citer. Je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vraie vie et non pas celle que les autres voulaient pour moi. Je regrette d'avoir trop consacré du temps à mon travail. Je regrette de ne pas avoir plus exprimé mes sentiments. Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Et je regrette de ne pas m'être autorisé à être plus heureux. Ici, le dénominateur commun, c'est le regret. Donc, selon toi, comment faut-il aborder, accepter ou éviter le regret? Alors, comment
éviter. Je vais commencer par là, parce que c'est justement ce livre-là est quelque chose qui me porte vraiment au quotidien. J'ai pas envie d'avoir de regrets, moi, quand je serai sur mon lit de mort, voilà, le plus tard possible, j'espère. Et du coup, comment éviter? Ben, c'est en se posant la question, voilà, à une certaine fréquence peut-être, mais qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Et aller le faire, voilà, faire en sorte de faire les premiers pas pour aller vers ce chemin-là, pour justement ne pas se dire ah ben j'ai vraiment vécu ma vie à côté de ce que je voulais. Et c'est quelque chose, en fait, c'est un message que j'amène beaucoup dans le minimalisme, en demandant aux gens mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et enlever de votre vie tout ce qui n'a pas rapport avec ça. Et aussi, il faut se souvenir que nous sommes humains, nous évoluons, et que ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui n'est peut-être pas notre essentiel dans un an. Donc, dans un an, on a besoin de se reposer cette question, et tout ça va faire qu'on va éviter, en fait, voilà, peut-être que c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on va réduire les regrets que nous allons voir sur notre lit de mort. Comment aborder les regrets? Je dirais juste que voilà, toutes les expériences que nous avons traversées ont eu de la valeur pour nous construire. Donc voilà, j'encourage les gens à ne pas regretter voilà, quelque chose qui se sont passés dans leur vie parce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui nous a fait grandir et donc voilà, juste accepter que ok, ça s'est passé et après maintenant qu'est-ce que je veux et on va voir ce qu'il y a sur plus tard. Merci pour ce partage encore une fois. Et quand je regarde, parce que je vais revenir à ton parcours cette fois-ci, quand je regarde ton parcours, j'ai l'impression que tes activités sont essentiellement concentrées en France. Alors, en tant que membre de la diaspora, est-ce que tu as des activités en lien avec Madagascar et si oui, dans quel cadre? Oui, alors j'avais commencé par un petit projet à Madagascar pendant le confinement. C'était vraiment sur une idée du fait que en fait j'avais mes enfants avec moi. On a écrit un livre ensemble avec mon fils. Et voilà, il est là, mon super livre. C'est un livre pour enfants sur la confiance en soi et la mentalité de croissance. Et on a fait ce livre pour pouvoir financer la construction d'une école à Madagascar. Et ça a eu du succès. Il y avait pas mal de gens qui nous ont suivis sur le projet et on a pu financer voilà, une partie de cette école qui est devenue une école en dur. Voilà, donc on a des photos, c'est vraiment super de voir comment ça avance. Et sur la continuité de ça, en fait, j'étais passée à Madagascar pendant l'été 2023 et avec toute l'expérience que j'ai eue en tant que préparatrice mentale sur le minimalisme et tout, j'ai eu cette idée comme ça de faire un événement sur le cerveau. Je le voulais éducatif et ludique. Et avec une amie sur place, on a créé quelque chose en un mois et on a attiré 350 personnes. Il s'appelle voilà, Brain Up. Et du coup, en fait, on va continuer sur cette lancée-là. Donc voilà, j'ai beaucoup effectivement de projets ici en France, mais je n'oublie pas Madagascar et je veux faire quelque chose à Madagascar et principalement en relation avec l'éducation. D'accord, d'accord. Donc tu es quand même orienté Madagascar? Oui. D'accord, très bien. Normalement, là, on arrive au terme de la première partie, mais je me sens inspiré. Donc il y a une question qui vient de surgir. Parce que tu sais, des fois, on dit que le silence ou le non-dit, c'est une forme d'expression aussi. Donc moi, j'étais assez intrigué lors de nos échanges que tu m'aies jamais parlé d'échec, que ce soit maintenant tout de suite ou lors de la préparation de cette émission. Donc, est-ce que c'est une expérience que tu as pu vivre dans ta vie quand même? Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé voilà, lors de nos échanges parce que j'étais vraiment dans l'acceptation d'un échec et je n'étais pas encore… c'était encore
tout flou pour moi, mais maintenant je peux en parler. Je vis l'échec de l'entrepreneuriat, d'une expérience dans l'entrepreneuriat actuellement, et c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. C'est quelque chose compté parce que voilà, que ce soit à Madagascar ou que ce soit ici en France, l'échec est honteux. Et finalement, dans la préparation mentale et dans la mentalité de croissance, en fait, il y a tout ce message-là de non, en fait, l'échec, c'est une expérience, c'est vraiment une étape pour la prochaine étape de notre vie, et ça prouve qu'on a essayé, ça prouve qu'on a fait quelque chose. Donc voilà, je suis en train de vivre cet échec-là, et j'apprends aussi du coup à en parler, voilà. Et merci d'avoir posé cette question parce que on n'en parle pas souvent. Et donc pour la petite histoire, je vais retourner temporairement dans le salariat après cet échec-là, et on va voir ce que je vais faire plus tard, si je m'y remets ou si je continue comme ça, avoir mes projets aussi à côté. Je ne sais pas encore. Bah, en tout cas, merci de t'être livré parce que c'est pour ça aussi que cette émission existe. C'est pour ça qu'on sélectionne aussi, mais vraiment, nos invités pour qu'on puisse avoir des ouvertures d'esprit comme ça et du courage d'aborder certains sujets que la plupart des gens n'osent pas aborder. Maintenant, je peux conclure. Donc, on va rester sur ton parcours pour conclure. Je vais citer, résumer en tout cas, un post que tu as fait sur les réseaux. Donc, si je résume, ce poste-là, à 14 ans, tu fréquentais la bibliothèque de Centre culturel Albert Camus. Tu rêvais d'être écrivaine. À 17 ans, tu poursuis tes études en France. À 26 ans, tu écris ton blog mamanminimaliste.com sur le mode de vie minimaliste. Pardon. À 33 ans, tu écris ton premier livre, Maman minimaliste. À 36 ans, tu coécris avec ton fils aîné le livre Mon super livre, à but non lucratif pour la construction d'une école à Madagascar. À 39 ans, tu sors le livre Je cultive le minimalisme. Donc, de ce parcours, si tu prends de la hauteur, est-ce que tu peux nous partager la leçon que la vie t'a apprise? Alors, la leçon de ce parcours, c'est vraiment oser, faites le premier pas. Il y a un rêve peut-être enfoui au fond de vous, il n'est pas là par hasard. Faites le premier pas, et c'est pas grave en fait s'il y a des obstacles, si on échoue quelque part, on trouve une solution, mais c'est en faisant ces pas-là qu'on peut y arriver. Dans cette deuxième partie, que j'ai intitulée très simplement « Le minimalisme, avoir moins, vivre mieux », en référence à un de tes posts sur Instagram, nous allons parler d'un concept, d'un mode de vie, du mode de pensée. Donc déjà, tout d'abord, est-ce que tu peux nous donner ta définition du minimalisme? Alors, le minimalisme pour moi, c'est vraiment un mode de vie qui nous incite à avoir moins en fait, pour vivre mieux et profiter. En fait. D'accord. Alors, pour être honnête, je ne connaissais pas du tout le minimalisme avant, mais par contre, je me suis rendu compte que je l'appliquais sans le savoir, pour des besoins d'organisation justement. Mais le terme minimalisme, je l'ai découvert en échangeant avec toi. Et du coup, moi, j'aimerais savoir, toi, comment tu as découvert le minimalisme? Ben, en fait, moi, du coup, à l'époque, j'étais maman d'un petit garçon de 10 mois. Et je vivais dans une maison, voilà, en banlieue parisienne, avec tout ce qu'il fallait avoir, pour un enfant. Donc le marketing pour voilà la puériculture était très fort à l'époque, et du coup j'achetais tout. Parce que voilà, tous les jeunes parents vont comprendre ce que je veux dire, c'est que on nous dit d'acheter quelque chose pour notre enfant, et comme nous on veut tout ce qu'il y a de mieux pour notre enfant, ben on achète tout. Mais en fait, je me suis retrouvée dans une maison encombrée, et je ne me sentais pas bien, et je ne savais pas pourquoi. Et ma sœur, qui était venue de Madagascar prendre quelques vacances ici, a acheté au hasard un livre que j'aime beaucoup, L'art de la simplicité de Dominique Laureau. Et elle l'a oublié chez moi pendant qu'elle était partie en province. Et du coup, je l'ai lu.
Et c'est là où ça a fait tilt en me disant, mais oui, j'ai vécu à Madagascar avec beaucoup moins, je me sentais bien. Et là, je me retrouve dans cette maison pleine. Et c'est ça, en fait, qui était la cause de mon mal-être. Et du coup, j'ai commencé à enlever petit à petit les choses de ma maison. Et je cherchais une inspiration sur Internet et il n'y en avait pas en français, il n'y avait qu'en anglais à l'époque et c'était surtout des personnes, voilà, des jeunes sac à dos qui parcouraient le monde et c'était pas du tout mon profil. Moi, je suis une maman, j'aime bien être dans ma maison et du coup, c'est là où j'ai commencé à écrire mon blog en me disant j'aime beaucoup ce mode de vie. Et je vois que ça va m'apporter quelque chose et je veux partager sur le sujet, tout en étant maman, tout en étant moi en fait dans ma situation. Et ça a commencé comme ça. Donc dans le concret, est-ce que tu te souviens de ce que tu as mis en place la première fois quand tu as adopté le mode de vie minimaliste? Oui, ben en fait j'ai commencé à enlever un vêtement chaque jour. D'accord. Un vêtement chaque jour, qu'est-ce que tu en as fait du coup quand tu dis enlever? Oui, ben en fait, c'est le sortir de la maison, soit les envoyer dans les bornes relais, soit le proposer à quelqu'un de la famille qui le voudrait. Mais c'était vraiment un tout petit pas à l'époque. Et à l'époque, dans mon blog, j'écrivais vraiment sur chaque post, j'enlève ça aujourd'hui parce que… Et voilà, en fait, parce que j'en ai pas besoin, parce que j'en ai déjà 30. À l'époque, j'avais 30 débardeurs, juste pour dire le mot. C'est énorme. Et alors que un débardeur, on n'en met pas tous les jours. Et c'était voilà, c'était trop. Donc, c'était un petit pas pour tous les jours et d'enlever un objet chaque jour. D'accord. Donc ce que tu viens de dire rejoint ce que j'ai trouvé sur Internet qui dit donc que le minimalisme s'oppose à l'accumulation de biens matériels et ne garder que l'essentiel. Donc est-ce qu'on peut être minimaliste par intérêt financier et si oui, comment ça se traduirait? Oui, alors c'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup parce que les gens pensent que le minimalisme c'est quelque chose, c'est un mode de vie pour les gens qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent se séparer facilement des objets. Et en fait, ce n'est pas vrai, c'est vraiment un mode de vie pour tout le monde. J'ai des témoignages de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui se mettent à ce mode de vie. Et d'ailleurs, il y a un proverbe réunionnais, je crois, qui dit que les objets pas chers, en fait, vont nous coûter très cher. Je ne sais plus comment ils le disent, mais voilà, en investissant dans des objets de qualité, mais moins d'objets, mais de qualité, en fait, on s'y retrouve financièrement. D'accord, d'accord. Dans une publication, tu dis, l'une des raisons qui empêche d'aller au bout du désencombrement, c'est de garder des choses par sentiment. C'est vrai que des fois, on accumule des objets qui ont des valeurs sentimentales pour nous. Et tout de suite, ça m'a fait penser à une histoire personnelle où, en fait, quand j'ai quitté le cocon familial, ma mère, elle nous avait offert une cinquantaine de vaisselles en porcelaine. Okay, sachant que moi, je ne reçois pas plus de 20 personnes en simultané chez moi. Ils ont fini dans le placard et j'osais à peine penser les mettre dans la cave, en fait. Donc, en fait, là où je veux en venir, c'est que est-ce qu'il y a de la place pour le sentimental dans le minimalisme? Et qu'est-ce que tu conseilles dans ce cas-là? Oui, alors ça c'est vraiment, on va dire, le top niveau du blocage dans le minimalisme, c'est vraiment les sentiments par rapport aux objets, parce qu'ils ont été offerts par quelqu'un que nous aimons beaucoup, parce qu'il nous a aidés durant une partie de notre vie, mais maintenant on n'en a plus besoin, mais quand même on veut le garder et tout ça. C'est quelque chose de compréhensible. Ça se passe voilà, pour moi aussi, pour plusieurs personnes. Et avant, j'aurais dit vraiment non, on va se focaliser sur ce qui est vraiment utile et tout ça. Et je rétropédale sur cette pensée d'avant en disant, et justement c'est la différence entre mes deux livres, c'est qu'est-ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui? Si avoir la présence de ces objets autour de vous est essentiel pour votre bien-être, c'est OK. Donc ça fait partie de votre essentiel. On ne va pas courir après les chiffres parce qu'il y a beaucoup de minimalistes
qui sont en train de dire je vis avec moins de 100 objets, je vis avec moins de 50 objets. Ça va être une course au nombre d'objets. Et finalement, tout ça, ça ramène quand même l'objet au centre. Alors que c'est ce qu'on ne voulait pas, c'était de vivre la vie, vivre avec les personnes autour de nous. Et du coup, voilà, regardez plutôt ce qui vous fait du bien. Si certains objets vous font du bien, ben, ils peuvent y rester dans votre environnement. Mais faites-le en conscience, mais pas en le subissant. Voilà. D'accord, donc il y a de la place pour le sentimental en conscience, tout en conscience. Oui. Juste une petite parenthèse, bien sûr, maman, je les aime beaucoup ces vaisselles-là, c'était juste pour le besoin de l'émission, mais je suis conscient de bien les garder dans le placard, il n'y a pas de souci là-dessus, pour pas avoir de problème après. Donc, je reprends dans une autre publication, tu dis avoir moins, vivre mieux. Je peux le comprendre dans une société, si tu veux, occidentale, poussée à la consommation, et disposant des moyens pour consommer plus et faire le choix de posséder moins. Mais comment tu l'expliquerais à des personnes dans une société où bien sûr ils sont aussi poussés à la consommation, mais ils possèdent déjà peu? Est-ce qu'ils peuvent tourner le minimalisme à l'avantage de leur situation? Oui, alors il se trouve que j'ai commencé le minimalisme ici en France parce que je vivais en France et voilà, avec la société de consommation ici, mais on m'a aussi invité à faire des conférences à Madagascar sur le sujet et je me suis dit comment est-ce que les gens là-bas vont le prendre, parce que c'est vraiment, mon discours à l'époque était vraiment orienté pour ici, mais finalement avec tous les témoignages que j'ai eus et tout ça, je vois beaucoup aussi cette notion de réussite qu'on voit d'ailleurs à Madagascar. Hein. On prend beaucoup la réussite avec le fait d'avoir plus, avec le fait de posséder plusieurs maisons, peut-être plusieurs voitures. Et finalement, la frustration des gens qui ont peu vont aller sur cette réussite-là. Donc, je n'ai pas une grande maison, je n'ai pas beaucoup de voitures, donc je ne réussis pas, donc je suis dans la frustration. Mais le minimalisme nous aide à voir ce qui est essentiel pour nous. Donc, peut-être qu'on n'a pas une grande maison, mais on a une famille aimante. Et c'est là l'essentiel. Peut-être qu'on a des amis qui nous soutiennent dans ce qu'on fait, et c'est là l'essentiel. Et donc, en fait, toute cette frustration que vous avez aujourd'hui, voyez s'il y a vraiment une raison, une vraie raison derrière à l'avoir, et peut-être pas en fait finalement. Et peut-être que vous avez déjà l'essentiel, mais pas au niveau matériel. Donc voilà, ça c'est le message aussi du minimalisme. Et avoir moins et vivre mieux, bah, c'est vraiment ça. Et dans avoir moins, c'est moins matériellement peut-être, mais on a eu beaucoup de richesses que parfois on ne voit pas parce qu'on est à la poursuite de ce toujours plus matériellement. Waouh! En tout cas, le minimalisme, je ne le connaissais pas avant, mais là, j'adhère, j'adopte et je m'y mets après le tournage. Waouh! Ok. On a parlé du minimalisme sur le plan matériel. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse sur d'autres volets. Et dans une société hyper connectée, où on peut avoir des milliers d'amis sur Facebook, par exemple, est-ce qu'on peut appliquer le minimalisme dans nos relations? Si oui, quels doivent être les critères pour que ça soit cohérent? Oui, et d'ailleurs j'en parle dans mon dernier livre, parce que le minimalisme n'est pas que matériel, il peut s'appliquer voilà, à plusieurs domaines de vie et surtout aussi sur les relations. Et quels sont les critères? Je dirais ça dépend des critères de chacun, mais moi par exemple je le vois au niveau de l'énergie que m'apporte une relation. Donc, est-ce que après une conversation avec cette personne-là, je sens une énergie positive, ou est-ce que je me sens plutôt, voilà,
peut-être humilié, rabaissé, voilà, avec une énergie positive, négative. Et du coup, en fait, ça peut être un critère de sélection en se disant, je préfère être avec cette personne-là plutôt qu'avec cette personne-là parce que, voilà, par rapport à l'énergie que je vis avec cette personne. Et c'est pas toujours dans le sens, cette personne m'apporte quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est aussi dans le sens, j'apporte quelque chose à cette personne. Et c'est là où je dis beaucoup aussi, que je partage beaucoup sur la contribution à la société, parce que contribuer à la société nous apporte une bonne énergie. Contribuer à aider un jeune à grandir, ou un jeune à des milliers de kilomètres à faire des études, ça nous apporte de l'énergie. Et du coup, la relation avec cette personne-là va être importante. Et donc, voilà, ça c'est un des critères de sélection que je partage. D'accord. Ok. Non, mais c'est très profond et du coup, j'aime beaucoup. Au-delà du matériel, et donc là, on a abordé les relations. Dans quoi d'autre tu appliques le minimalisme et que tu pourrais partager avec nous? Je dirais à notre ère actuelle sur l'information. On est vraiment dans ce qu'on appelle maintenant, ils ont créé le mot l'infobésité. Il y a tellement d'informations partout et ce n'est peut-être pas vrai, ce n'est peut-être pas vérifié. Il y a des informations pour n'importe quoi. Et nous, parce qu'on a peur de manquer quelque chose, on se met à consommer beaucoup d'informations, mais ça peut juste être une perte de temps pour nous. Ce temps-là, on pourrait l'utiliser pour avancer sur un projet, alors que là, on est à débattre sur une discussion futile sur Facebook, quoi. Donc voilà, j'aimerais beaucoup aussi passer ce message-là de minimalisme sur les informations parce qu'il y en a tellement et par rapport à Facebook parce que du coup les Malgaches utilisent beaucoup Facebook. Ne perdez pas votre temps sur les informations inutiles dans Facebook à commenter, à débattre sur des choses là. Vous avez peut-être autre chose de mieux à faire ailleurs. Donc voilà, minimaliser ce côté information, ça va vous être très utile aussi. Autre chose comme regarder l'invité de Paris, par exemple? Oui. Ok. Mon rôle, malgré que je t'ai dit que j'adhère donc au concept, c'est aussi d'être critique. D'accord? C'est aussi l'objet de cette émission. Alors, moi, ce qui me fait peur, c'est que ce soit juste un effet de mode. D'accord? Il y a eu l'effet un peu, comme on disait, la consommation. Là, le minimalisme, il vient pallier à ça. Moi, je voudrais être sûr que le minimalisme perdure dans le temps. Et du coup, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui fait sa différence? En fait, ça fait déjà quand même plusieurs années maintenant que le minimalisme, on va dire, est redevenu connu parce que c'est vraiment un mode de vie il y a longtemps comme ça au Japon. Et pour moi, ça ne peut pas être un effet de mode parce que moi, je le vis vraiment au quotidien. Au lieu d'acheter automatiquement, avant tout ce qu'on me dit dans les médias, je réfléchis un peu plus. Donc, ça devient vraiment un mode de vie. Et je suis convaincue en fait que je vais vivre comme ça jusqu'à la fin de ma vie, à me réajuster à chaque fois sur mes envies du moment pour ne pas regretter plus tard. Donc, pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie qui ne peut pas être démodée parce qu'une fois qu'on comprend et qu'on y adhère, en fait, on ne veut plus être la marionnette du marketing comme avant et on veut vivre sa vie en conscience. D'accord. Et puis, il y a aussi tes livres qui vont rester dans le temps et qui vont faire perdurer aussi le minimalisme. J'espère. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait la particularité de ton dernier livre, Je cultive le minimalisme, qui, je rappelle, a été cité comme étant parmi les livres qui font du bien? Alors la particularité de ce livre-là, c'est que j'aborde d'autres aspects de la vie, autres que la partie matérielle. Parce que d'habitude, quand on parle de minimalisme, les gens voient directement les photos d'intérieur épurés. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça.
Et ça peut s'appliquer sur plusieurs domaines de notre vie et c'est ce que j'explique dans mon livre. Et j'explique aussi beaucoup le côté psychologique derrière pourquoi on se met à acheter, pourquoi on a des blocages à s'en séparer. Et il y a des exercices pratiques que je donne dans le livre pour amener cette réflexion-là au lecteur. Et j'amène aussi, tout ça, c'est pour ramener les lecteurs à se dire, bon, et maintenant, quand j'ai ce bien-être de vivre avec moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'amène le lecteur à penser à la communauté dans laquelle il vit, au pays dans lequel il vit, ou bien voilà, aux deux pays qui sont chers à leur cœur, et à contribuer. Parce que on a ce mode de vie, on ressent un bien-être, mais après, qu'est-ce qui se passe? Après, on va partager en fait cette énergie que nous avons à avancer un peu plus sur des sujets qui sont importants pour nous. Et de là, en fait, si tout le monde était minimaliste, le monde s'en porterait bien mieux parce qu'on contribuerait vraiment de manière positive dans des sujets de problèmes actuels, de la société actuelle, et on fera avancer les choses. D'accord. Donc tu as dit si tout le monde était minimaliste. Et si tout le monde veut être minimaliste, dans le concret et le plus simplement possible, par quoi tu conseillerais de commencer? Le plus facile est de commencer par le matériel. Okay. Parce que c'est très visible et ça amène directement de l'énergie au quotidien. Et je conseille même de commencer par tous les objets qui vous appartiennent et que vous utilisez tous les jours. Donc les vêtements, la salle de bain, voilà, votre bureau. Et en enlevant les objets de ces domaines-là, dans votre chambre aussi, en enlevant les objets dans ce domaine-là, direct, vous vous réveillez le matin voilà, avec un esprit plus éclairé, voilà, vous aurez moins de charge mentale et vous aurez l'envie de continuer et d'approfondir en fait, le mode de vie. D'accord, très bien, c'est noté. On arrive déjà au terme de cette deuxième partie et je vais te laisser le mot de la fin sur le partage de ta vision de la vie, de tes valeurs en lien avec le minimalisme. Alors, ma vision de la vie, c'est que c'est une accumulation d'expériences, de phases de vie, et où on rencontre beaucoup de personnes intéressantes. Donc, voilà, vivez-la intensément, ne regrettez pas. Et la valeur que j'aimerais vraiment beaucoup partager, c'est le respect. Respectez-vous, respectez les personnes autour de vous et la société s'en portera vraiment mieux. Donc pour cette troisième partie, je ne sais pas si tu as pu voir déjà un peu les épisodes d'avant, mais la dernière partie, c'est un petit questionnaire sur une durée d'1 minute et on va faire appel à ta spontanéité et puis ça nous permet de te connaître un peu plus, toujours plus dans le vrai. Donc, dis-moi quand tu es prête et on commence. Ok. Ok. Quel est le dernier objet que tu as acheté? Un air fryer. Quel est l'objet dont tu ne pourras jamais te débarrasser? Ah pardon, je ne sais pas. Quelle est la chose à laquelle tu crois le plus et que les autres pensent que c'est une folie? Penser à soi. Quel est ton plus grand regret? De ne pas avoir essayé plus tôt mes projets. Quelle est ta plus grande fierté? Mes enfants. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans la vie? La perte de temps. Quelle est ta plus grande peur? D'avoir des regrets à la fin de ma vie. Quelle est la personne que tu admires le plus? Mon père. Quel est le dernier livre que tu as lu? Rework. Comment prends-tu tes décisions importantes dans la vie? En priant et en m'accordant du temps en fait sur la réflexion. Enfin, que penses-tu de l'invité de Paris? J'aime beaucoup le concept et j'aime beaucoup la profondeur en fait des échanges et continuer comme ça. D'accord. Bah, on a terminé, Mine. Merci pour ce moment de partage et cette belle découverte sur le minimalisme. Chez l'invité de Paris, nous aimons offrir des expériences
Et c'est pour ça que nous axons sur la qualité plutôt que la quantité. Et je remercie d'ailleurs nos abonnés d'avoir compris ça. Je pense que nous avons adopté le minimalisme sans faire exprès Oui. du coup. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à le partager. Et dites-moi également si vous souhaitez avoir d'autres profils dans l'émission. En attendant, encore une fois, merci Mine. Prenez soin de vous et au prochain rendez-vous pour d'autres personnalités toujours aussi inspirantes. Merci toutes.